Bonsoir et bienvenue à notre émission quotidienne qui s'appelle 100% Marché. Aujourd'hui, on est le 14 mai, c'est 18 heures le soir. Et avec moi, Laurent Albi, notre analyste indépendant. Bonsoir Laurent. Bonsoir Falco, bonsoir à tous. Alors, on va regarder tout de suite les marchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Le CAC 40, il a baissé de 1,65%. Il a fini à 4273,13 points. Et le DAX également quasiment 2% en baisse. Le S&P 500 à la mi-séance, moins 0,60. 14, très intéressant, on va regarder ça tout de suite. Les Nasdaq sont à moins 0,83%, l'euro dollar baisse légèrement, l'or qui monte quasiment 1% et le Brent qui monte de 3%. Et maintenant, on va parler du fait du jour, c'est l'S&P 500, c'est les chiffres de chômage. Comment ça s'est passé aujourd'hui, Laurent? Alors effectivement, comme tous les jeudis à 14h30, on avait les chiffres hebdomadaires du chômage américain et eh bien cette semaine a été un petit peu identique à toutes celles qui ont précédé avec 2,9 millions de nouveaux inscrits aux allocations chômage. Donc la semaine dernière, c'est un peu plus Falco que ce qui était attendu puisque les économistes attendaient 2,5 millions de nouvelles inscriptions. Donc, c'est un des facteurs qui a pesé sur les marchés aux États-Unis aujourd'hui. Il faut rappeler que depuis le début de la crise, le nombre de nouveaux chômeurs est maintenant aux États-Unis de 36 millions. On est à peu près à entre 20 et 25% de la population active qui est donc sans emploi aux États-Unis. Alors, autre facteur qui a pesé sur l'humeur des marchés aujourd'hui, c'est le président de la Fed, Jérôme Powell, qui a donc confirmé que pour le moment, le board de la Fed n'envisageait aucunement d'avoir recours aux taux négatifs. On sait que Donald Trump les réclame à corps et à cri et que la Fed, pour le moment, résiste. Alors ça aussi, ça a un petit peu donc déçu les investisseurs. Et puis la dernière chose, Falco, c'est ce plan de soutien, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui avait donc qu'on croyait finalement avoir été acté par le Congrès américain. C'était un plan de relance de 3 000 milliards de dollars qui avait été donc proposé par les démocrates. Et voilà que les républicains maintenant font machine arrière. Ils se mettent à négocier, ils ne sont plus d'accord sur tous les termes. Et ça inquiète les investisseurs parce qu'on a bien vu que tout ce rallye qui s'est mis en place depuis la mi-mars, eh bien, il s'est construit sur cet espoir donc de relance, d'une part par la Réserve fédérale et d'autre part par le gouvernement. Et le fait qu'on ait maintenant des bisbilles entre démocrates et républicains, eh bien, ça fait penser aux investisseurs que finalement Washington est déjà en campagne préélectorale et que c'est peut-être cette dimension-là qui va l'emporter plutôt qu'une relance franche et efficace. Et donc, ça fait un petit peu peur aux investisseurs outre-Atlantique. Alors, pour le moment, on est à moins 0,66%. Une toute petite remontée depuis quelques minutes sur le S&P. Quand on regarde l'indice à l'écran, on voit qu'il y a eu un premier niveau de support, 2792 points. On a beaucoup parlé ensemble de ce niveau. Il avait une première fois tenu le 4 mai. Et ce matin, à 9h30, tu me disais, est-ce que tu penses qu'il va de nouveau tenir ou qu'il va être au contraire enfoncé? Alors, évidemment, tous les paris sont ouverts. Moi, j'ai quand même l'impression, Falco, qu'il faudrait un sacré catalyseur pour relancer donc la dynamique haussière. Ça ne veut pas dire forcément que ça va beaucoup baisser, mais voilà, le marché est pris dans une espèce de bourbier où il y a encore des investisseurs pardon, qui soutiennent, mais franchement, l'humeur n'est plus trop à l'achat et à l'augmentation donc de l'exposition au risque. Et c'est la raison pour laquelle, tu le vois, eh bien, pour la première fois hier, les cours du S&P sont passés en clôture sous cette petite moyenne mobile à 13 jours. Ça n'était pas arrivé depuis le 6 avril, autrement dit depuis plus d'un mois. Or, tu le sais, Falco, j'aime bien cette moyenne mobile exponentielle à 13 jours parce qu'elle arbitre souvent très bien les mouvements impulsifs, qu'ils soient haussiers, elle est support,
ou alors baissier, elle devient résistance. Et le fait même que les cours soient passés dessous, eh bien, ça montre simplement que le S&P est en consolidation et que qui dit consolidation dit également possible retour vers le support majeur de court terme, c'est-à-dire à 2721, d'autant plus que c'est également le point de passage de cette moyenne mobile à 50 jours. Alors autrement dit, Falco, ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que c'est vrai que pour le moment, la pression baissière n'est pas extrêmement puissante. Peut-être que les investisseurs attendent simplement un risque plus restreint et qu'ils seraient plus confortables pour repasser acheteur sur une zone de support avec un stop plus serré. C'est la raison pour laquelle ce support à 2721, c'est vraiment là-dessus que je vais me concentrer et je n'exclus pas que ce petit support à 2800 points soit enfoncé, soit d'ici demain, soit peut-être en début de semaine prochaine. Merci Laurent, on va retourner maintenant en Europe, on va regarder le CAC 40, comment ça se passe? Alors, juste avant de regarder le CAC 40, je voudrais simplement remontrer très très vite, Falco, le pourcentage d'actions du S&P Pardon. qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Et on voit qu'il y a eu un espèce de top à 75% et que ce top, il a été testé à 2 reprises et que maintenant on est en forte baisse puisque il n'y a plus que 52% des actions du S&P qui sont au-dessus de leur MM50. Ça fait quand même une décrue de 30% à la louche. Surtout, ce qu'il faut regarder, c'est ce niveau de 50%. Autrement dit, si l'indice donc de diffusion passait sous 50%, eh bien, ça voudrait dire que de nouveau, il y a moins de la moitié des actions du S&P qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Et ça serait effectivement un facteur qui pousserait certains opérateurs à constater et à prendre en considération donc cette dégradation de la participation. On regarde aussi rapidement cette moyenne mobile à 13 jours. Tu vois que là aussi, elle a souvent été sous les cours tout le temps. Elle a même servi de support à la mi-avril et pour la première fois hier, elle aussi, elle a été enfoncée. On a donc ce pourcentage d'actions au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours qui est assez en phase finalement avec ce qui se passe sur les prix, puisque tu le vois, le S&P lui aussi en bas, il est quelque part lui aussi sur une ligne de coût qui, si elle était enfoncée, validerait une figure de retournement connue en analyse technique. C'est un double sommet, et si ce double sommet devait être déclenché, eh bien le risque, tu le vois, c'est d'avoir un S&P qui continuerait donc sa progression baissière vers les 2700 points, voire 2650. Donc en conclusion, un S&P qui est mal orienté, qui donne des signes de faiblesse, une participation qui se dégrade. Pour autant, le niveau de support à 2800 points n'a pas été encore enfoncé. Est-ce que c'est une question de jour ou est-ce que finalement on va avoir une surprise avec des acheteurs qui vont venir à la rescousse de l'indice en pensant que finalement c'est déjà pas mal de rentrer sur le S&P avec ce petit pullback? Eh bien écoute, on va le voir ensemble d'ici vraisemblablement lundi ou mardi prochain. Merci Laurent, mais maintenant on va regarder les CAC 40 si je ne me trompe pas complètement. Oui. Ah. Non. Alors effectivement, on va regarder maintenant notre CAC national qui, je dois l'avouer, a passé une bien mauvaise journée aujourd'hui puisqu'il est lui aussi, comme tu le disais, en forte baisse, moins 1,6%. Alors les mauvaises nouvelles, elles viennent des États-Unis, mais elles se répercutent plus durement sur les marchés européens qu'à Wall Street parce qu'ils sont plus faibles. Et on voit donc ce CAC 40 qui est en consolidation depuis tout le mois d'avril. Il a clôturé ce soir sur un niveau qui avait été testé le 25 mars. Autrement dit, il fait un aplat, aucun momentum sur le CAC 40. Et il y avait ce premier niveau de support à 4319 points qui a donc été rompu de manière maintenant significative, puisqu'on a une clôture qui est très en dessous. Et puis il y avait ce petit gap haussier du 6 avril qui finalement a réussi à contenir la pression baissière, puisque tu le vois, le CAC 40 en séance, il est même allé sous la borne basse
de ce gap haussier. Et puis finalement, il y a eu un retour des acheteurs et ils ont réussi finalement à faire clôturer l'indice de la Bourse de Paris juste au-dessus de la borne haute de ce gap haussier. C'est sans doute des algorithmes qui ont fait ce travail d'orfèvre. Et on a donc pour le moment un marteau qui pourrait venir en quelque sorte solder, terminer la baisse qu'on constate depuis 4 jours et qui a fait perdre au CAC 40 6%. Alors, pourquoi je n'aime pas trop ce marteau? Parce que tu le vois, un beau marteau, Falco, c'est un marteau dont la mèche basse va aller chercher le support et va rebondir à partir de ce niveau. Or, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que le marteau, il est descendu dans le gap et qu'il a à peine réussi à se maintenir au-dessus. Autrement dit, pour le dire différemment, j'aurais été plus convaincu par la capacité du rebond du CAC 40 si nous avions ce soir la même bougie avec la même mèche, sauf qu'au lieu de marquer un plancher à 4200 points, elle l'aurait fait à 4273 points. Si la mèche basse, si le point bas de la mèche basse s'était arrêté sur le point haut du gap haussier, alors là j'aurais dit on va peut-être avoir un rebond technique avec en ligne de mire les 4400 voire les 4420 points. Ce soir, j'ai un CAC 40 qui me paraît bien faiblard. D'ailleurs, quand on regarde ce RSI en bas, eh bien c'est un RSI de marché baissier. Pourquoi? Eh bien parce que sa borne basse, elle s'est faite à 10% et la haute à 61. C'est typiquement un RSI, Falco, c'est typiquement un RSI de bear market. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. Alors qu'est-ce qui se joue d'ici demain ou lundi? Soit effectivement, il arrive à repasser la tête péniblement au-dessus des 4320 points. Et là, ça ne voudra pas dire qu'il va forcément beaucoup rebondir, mais en tout cas qu'il y a un effort qui est affirmé de la part des opérateurs pour maintenir le CAC 40 à l'intérieur de ce range, entre 4320 et 4600 points. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les investisseurs, que si le CAC s'éloigne durablement de ce niveau technique, ça va être très très dur de le faire remonter parce qu'il y aura de moins en moins d'acheteurs qui auront confiance dans la capacité des actions françaises, les grosses capis françaises, de refaire le chemin donc à l'envers et de récupérer le terrain perdu. C'est pour ça que c'est important que ce CAC 40 arrive à s'accrocher, à s'agripper à ces 4320 points parce que s'il lâche prise, alors c'est 4143 très très vite et puis peut-être un nouveau risque baissier qui s'ouvrirait avec une accélération beaucoup plus bas vers 3860. Merci Laurent. Maintenant, l'Eurostoxx 50, même citation? Alors, tu vois, regarde, c'est Ah oui, c'est intéressant beaucoup plus parce joli. que tu vois, Ouais, hein, la mèche, elle c'est ce que je veux. s'arrête, voilà, pile. Voilà, exactement. La mèche, elle s'arrête pile sur la borne haute du gap haussier. Donc, on est malgré tout dans une dynamique maintenant depuis 15 jours qui est baissière sur l'Eurostoxx 50 avec une moyenne mobile à 55 jours qui fait office de résistance dynamique. On est toujours sous le support à 2791 points. Donc, d'ici demain ou lundi, eh bien, nous aimerions bien voir l'Eurostoxx 50 réussir lui aussi à se hisser et à réintégrer son ancien logis, c'est-à-dire entre 2790 et 2931 points, parce que lui encore, s'il s'éloigne et s'il casse ce gap haussier, eh bien on va dire que ça va être très difficile d'avoir envie d'acheter l'Eurostoxx 50, en tout cas pas avant une zone comprise entre 2500 et 2550 points, autrement dit un potentiel baissier important. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, ce petit gap haussier du 6 avril, eh bien, il a été défendu. Félicitations aux acheteurs qui n'ont pas été aux abonnés absents et qui ont bien tenu leur rôle pour soutenir les cours. Maintenant, c'est pas juste pendant une journée qu'il va falloir faire ce travail. Il va falloir recommencer demain, lundi, mardi, parce que si les nouvelles ne s'améliorent pas, il y aura de nouveau une pression vendeuse importante et une vraie bataille qui va s'organiser autour de ce gap haussier. Maintenant, on va passer au stock 600, Laurent. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Auto, Alors, les effectivement, voitures, comment est-ce exactement. qu'ils vont? Est-ce que ça démarre ou pas du tout? Non, pas du tout. Le secteur automobile, DJ Stocks 600 auto, tu le vois, Falco, Ouais. il a rebondi depuis le mois de mars en faisant en haut un biseau
un biseau ascendant, c'est une figure potentielle de continuation baissière quand cette figure s'insère à l'intérieur donc d'une baisse. Or, tu le vois, hein, la baisse elle est très importante sur le secteur automobile. Et puis on le voit, les cours sont sortis hein, du biseau, en plus avec un gap, rupture du 38%, rupture de la moyenne mobile à 13 jours, rupture de cette zone de support, donc une véritable accélération baissière. Et que nous dit l'analyse technique? Eh bien, quand on a comme ça eu un biseau qui est en fait une compression des prix qui est validée et qui est déclenchée, eh bien, le target de la figure technique, c'est sur le point d'origine du biseau, c'est-à-dire autour des 290 points. Autrement dit, tu le vois, le Stoxx 600 Auto, il a un potentiel baissier de court terme qui s'ouvre devant lui. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'il y a tous ces facteurs techniques qui s'amoncellent hein, que je viens d'énoncer que c'est sûr qu'il va baisser, mais en tout cas, il est bien mal engagé. Et puis quand on regarde en bas, Falco, on voit là la force relative du secteur auto face au Stoxx 600. C'est une courbe en fait qui va comparer l'évolution donc du secteur par rapport au reste du marché, le Stoxx 600. Et tu le vois, lui aussi, ce ratio, il a fait un wedge et lui aussi, il est sorti en accélérant à la baisse de cette figure de continuation. On a donc eu pendant 4 mois, à partir du mois de novembre, une très forte sous-performance du secteur auto par rapport au Stoxx 600, ce qui veut dire concrètement du point de vue de l'investisseur qui n'avait aucun intérêt à détenir de l'auto dans son portefeuille. Il y a eu à partir de la mi-mars une consolidation qui fait que le secteur auto a évolué de concert avec le Stoxx 600 en affichant une très légère surperformance. Et puis là, tu le vois, en bas de l'écran, de nouveau un ratio qui baisse, donc de nouveau une sous-performance. Ça veut dire que dans la correction qui s'est remise en place depuis 4 jours, eh bien l'auto baisse beaucoup plus que le reste du secteur. Et ça, c'est pas bon signe. Merci Laurent, on va rester avec les voitures en fait parce qu'il y a dans le Charts on Demand, il y a Monsieur Diffie Flo qui a écrit Hello, une analyse sur Peugeot s'il vous plaît. Alors, Monsieur Diffie Flo, c'est quoi Alors, comme idée ça en fait? Peugeot, t'as changé déjà, on a l'impression de regarder l'Eurostoxx en fait ou oui, le CAC? oui, un petit peu Ouais, l'Eurostoxx, tu as raison. Peugeot, donc, qui a rebondi entre donc, le 18 et le 7 avril, enfin entre le 18 mars et le 7 avril, ça fait environ 2 semaines et demie. Et puis derrière, eh bien, tu vois que le titre s'est mis à consolider avec un niveau de support à 11,40 € qui a été, ma foi, assez bien défendu une première fois le 1er avril, une deuxième fois le 16, et puis aujourd'hui, retour le 14 mai sur ce niveau. Et toute la question, ça va être de savoir si ce niveau de support va tenir ou pas. Alors quand vous regardez les bougies qui représentent donc l'activité en séance de Peugeot, eh bien tu vois, que Falco, les rouges sont qu'elles très grands et actent, les verts sont petits. C'est ça? et surtout que, oui, et surtout que les rouges, depuis la borne haute de la résistance, enfin la borne haute du range, tu vois qu'elles gagnent en Ouais. momentum. C'est-à-dire que les corps sont de plus en plus grands. C'est-à-dire qu'il y a une accélération à la baisse. Alors, il faudrait qu'on constate dans les 3 prochains jours des petites bougies, comme on a vu ici le 17, 18 et 19. Ça s'appelle des toupies et ça montre qu'en fait le momentum baissier est en train de s'amenuiser. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a justement des acheteurs qui viennent payer, soutenir et maintenir les cours à l'intérieur du range. Donc si on n'a pas cette présence des acheteurs dans les prochaines séances, eh bien le risque, eh bien, c'est de voir Peugeot retourner à la case départ, c'est-à-dire ce point bas du 19 mars qui avait donc été validé sur 8,84 €. On est actuellement à 11,42 €. Tu le vois, hein, c'est un gros potentiel baissier qui s'ouvrirait sous nos pieds si effectivement le support était enfoncé, support qui serait cassé parce qu'en fait l'offre serait tellement importante que les acheteurs en face ne seraient pas en mesure d'absorber toute cette offre qui se présenterait et donc ça finirait par lâcher et donc on aurait une accélération baissière avec des acheteurs qui dans un premier temps auraient payé pour soutenir et se retrouvant en perte débloqueraient ou déboucleraient plutôt leur position rapidement
pour éviter de prendre le bouillon. Donc, très gros niveau de court terme sur Peugeot, monsieur Diffiflo à 11,42. S'il était enfoncé, on peut viser 9,25, 8,84. Si en revanche il y avait un rebond, eh bien le premier target il est à 13 euros, c'est-à-dire ici, et puis en cas de continuation haussière sur 13,86. Merci beaucoup, Monsieur Defiflo, pour cette idée sur Peugeot et cette demande, et bravo d'avoir gagné. J'ai l'impression en fait que ce soir c'est une émission un peu voiture en fait, parce qu'on a fait stock 600 voitures, on a fait Monsieur Defiflo avec Peugeot, et maintenant Laurent, il trouve Daimler intéressant. Mais pourquoi tu trouves Daimler intéressant ce soir? Ou Daimler, Alors, je pardon, trouve Daimler. Alors, pourquoi je trouve Daimler intéressante? Eh bien, parce que c'est une Allemande et qu'on peut la vendre. Contrairement aux actions françaises sur lesquelles on ne peut pas faire ce genre Ah, d'opération puisque l'AMF nous l'a interdit. Donc, les Allemandes, on peut effectivement avoir des produits put sur elles. Et Daimler, en fait, elle est parfaitement en ligne avec tout ce que je viens d'expliquer sur le secteur auto. Elle aussi, elle a mis en place un biseau donc de continuation baissier. En plus, j'ai regardé avant, tu peux l'imaginer, Volkswagen, BMW, Porsche, qui sont donc continentales, équipementiers pneumatiques. J'ai regardé un petit peu les valeurs de l'auto outre-Rhin et Daimler était vraiment la plus faible. Or, tu le sais très bien, on paye les forts et on vend les faibles. Et Daimler, elle est faible. Et quand on regarde même le chart très rapidement en Ishimoku, eh bien tu le vois, ah. elle est allée à l'intérieur de son nuage et elle en est ressortie avec une Kijun maintenant qui fait office de résistance. Autrement dit, elle n'est pas belle du tout, Daimler, et elle donne envie de la vendre. Alors, je ne vais pas vous proposer ce soir une situation spéciale parce qu'elle est très loin de son niveau d'invalidation. Le niveau, il est à 32,43, ou plutôt un petit peu au-dessus de 32,43. Ça veut dire qu'entre 27,60 et 32,43, il doit y avoir un petit 20% de risque. C'est beaucoup trop. En revanche, si par hasard, nous assistions d'ici demain ou peut-être lundi à un pullback vers ce 29,50 qui est à la fois une zone de polarité, c'était une résistance, qui est devenu un support, et si ça redevenait une résistance, et que sur 29,53, il y avait effectivement, après une petite respiration, une nouvelle bougie rouge, eh bien nous serions beaucoup plus près de notre stop d'invalidation. Autrement dit, nous aurions un stop plus serré et un potentiel de gain plus important. Et c'est la définition du ratio rendement-risque en money management, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de rentrer au plus près du stop. Alors évidemment, il ne faut pas non plus avoir un prix irréaliste parce que évidemment, j'aimerais bien shorter Daimler à 30,96, ça serait encore plus proche du stop, mais il y a peu de chances qu'elle y aille. Donc le niveau le plus vraisemblable sur un pullback, ce serait autour de 29,50. Si elle retournait sur ce niveau et qu'elle repartait à la baisse, c'est-à-dire que les vendeurs réappuieraient sur le champignon pour la faire baisser, eh bien on essaiera, Falco, tous ensemble de participer, en tout cas ceux qui sont intéressés par la faiblesse du secteur auto, et on visera dans un premier temps la borne haute du gap aussi à 24,50 et puis ensuite 21,38. Et puis juste pour terminer, je vous montre ce magnifique RSI qui lui est en train de mettre en place une espèce de petite variation de tête-épaule qui a été donc déclenchée. On sait que les RSI sont souvent des indicateurs avancés par rapport au prix. Donc un RSI qui baisse et un biseau qui a été déclenché. Le diagnostic est évidemment baissier. Maintenant, ce que j'attends, ce qui me manque, c'est le timing pour pouvoir présenter à nos téléspectateurs un scénario situation spéciale. Parfait, merci. Laurent, maintenant, on va regarder notre tableau de scénario. Qu'est-ce qui se passe sur ce fameux tableau, Laurent? Eh bien, sur ce fameux tableau, nous avons en négatif DAX et Swiss Re. Swiss Re qui a bien accéléré à la baisse donc aujourd'hui. Sanofi qui bataille au-dessus de son niveau de support et qui ne baisse pas trop. Et puis Barrick Gold, long, un scénario positif. Barrick qui profite de l'accélération qui a eu lieu aujourd'hui sur le gold. Merci, Laurent. Les publications, est-ce qu'il y en a demain? Ah oui, Aéroport de Paris et CNP Assurance. parfait. L'agenda économique de demain, il y en a un peu plus de choses, non? Oui, alors en Allemagne, on va avoir la publication du PIB du premier trimestre 2020, attendu en contraction de moins 2,2%.
En zone euro, c'est encore pire, moins 3,3%. Et puis aux États-Unis, on va avoir les ventes au détail Attendu. pour Ah, le mois d'avril, moins 12%. merci Laurent. Maintenant, on va retourner regarder vite fait notre fabuleux compte Twitter parce que pourquoi il est si intéressant? Parce qu'il vous permet de suivre l'actualité des marchés tout au long de la journée avec les tweets de Laurent sur notre compte. Donc, ce compte s'appelle BNPP Bourse. Je répète, BNPP Bourse. Et je vous invite à vous abonner ensemble avec Laurent à ce compte. Et évidemment, je vous propose aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube, en fait, qui s'appelle BNP Paribas Produits de Bourse. Là aussi, vous êtes en train de regarder ces vidéos. Et si vous voulez être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en place, pour vous, n'hésitez pas de vous abonner. Comme ça, vous allez être averti sur toutes les nouvelles choses qu'on fait sur notre chaîne. Je vous dis un grand merci pour cette émission d'aujourd'hui. Merci Laurent pour cette belle émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain matin, 9h15 ou 9h30. On verra, ça va être surprise pour un nouveau marché et surtout de regarder comment le S&P 500 il a fermé ce soir. Merci Laurent, à demain. Merci Falco, bonne soirée à tous, à demain matin.